Mes amis, chers collègues, mesdames et messieurs, messieurs les ambassadeurs, j'aurais dû commencer ainsi. Très heureux de pouvoir ouvrir ce séminaire consacré donc aux entreprises face aux sanctions économiques internationales. Et c'est un séminaire qui va être évidemment passionnant sur le fond, par son sujet et par la qualité des intervenants, mais qui est particulier également parce que nous inaugurons une nouvelle série. En effet, l'ESSEC vient de reprendre sa stratégie pour les années 2024-2028 et dans ce cadre-là, a souhaité créer un nouvel institut, intitulé Institut géopolitique et business, consacré donc à l'étude des interactions entre les grands soubresauts de la géopolitique et le monde des entreprises et des organisations, puisqu'on le voit qu'il s'agisse des rivalité entre les grands blocs commerciaux, avec les tentations protectionnistes dont on a des illustrations tout à fait récentes, mais aussi la concurrence de plus en plus exacerbée dans l'accès aux ressources, et en particulier à certaines matières premières, les restrictions qui peuvent frapper des investissements internationaux ou des transferts de technologies, la disruption des chaînes d'approvisionnement en raison de tensions, voire de guerres ouvertes dans certains espaces de la planète. Tout ceci, toutes ces tensions sont devenues un des tout premiers facteurs qui impactent la vie des entreprises et qui va même déterminer les décisions que prennent les plus importantes d'entre elles. Et on le voit, les États-Unis, l'Union européenne entendent reconstituer leur autonomie stratégique en favorisant des logiques de réindustrialisation notamment, et puis certains en estimant que reconstruire des barrières douanières peut être intelligent. Et puis en sens inverse, il ne faut pas nier que des acteurs, des non-state actors, des grandes entreprises, interviennent sur la scène géopolitique et ils jouent un rôle qu'il faut étudier. Alors on peut voir aux États-Unis le rôle tout à fait singulier d'un Elon Musk, mais dans le passé, jusqu'à la période plus récente, une entreprise comme Gazprom a évidemment joué un rôle géopolitique majeur dont nous subissons encore les conséquences. Et c'est pour ça que l'ESSEC a donc choisi d'ajouter à ces trois grandes priorités jusqu'à présent, qui sont la transition écologique, énergétique, l'entrepreneuriat et les données, la data, l'intelligence artificielle, l'ESSEC a souhaité rajouter une quatrième grande priorité, qui est cette interaction entre géopolitique et business pour aller vite, l'ESSEC ayant l'ambition de devenir, dans les prochaines années, la, entre guillemets, business school de référence sur cette interaction entre géopolitique et business. La direction de ce nouvel institut a été confiée à votre serviteur, avec un binôme à Singapour, puisqu'on tient beaucoup à ce que la dimension globale de cet institut soit affirmée. Et donc, je partagerai cette direction académique avec mon collègue Sedomir Nestorovic à Singapour, sachant que nous n'oublierons pas, évidemment, le campus de l'ESSEC à Rabat. Voilà, le but étant, à travers cet institut, de créer une sorte d'écosystème avec à la fois l'expertise déjà présente au sein de la faculté, avec des gens qui travaillent de longue date sur ces aspects-là. Je pense notamment à ma collègue Viviane de Beaufort sur les enjeux de régulation dans l'espace européen, et puis des collègues qui, par exemple, ont travaillé sur les chaînes d'approvisionnement, sur des aspects financiers. Et puis, on générera des partenariats avec des think tanks, avec des entreprises qui se préoccupent particulièrement de cette dimension géopolitique de leurs activités. Voilà. Et dans ce cadre-là, il s'agira d'équiper nos étudiants avec non seulement une compréhension de ces enjeux, mais aussi des outils pour leur permettre de mieux gérer les conséquences de chocs, de tendances géopolitiques sur les entreprises et les organisations qui les accueilleront. Donc on veut mettre l'accent sur des savoir-faire très, très concrets. Et je pense que on aura à cœur de lancer une série de séminaires sur des thèmes à la croisée de la géopolitique et du business, avec, pour démarrer cette série, un enjeu absolument majeur, qui est les entreprises face aux sanctions économiques internationales. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup de choses à apprendre, donc je vais passer la parole à l'ambassadeur Daniel Joanneau,
que je remercie d'avoir organisé ce séminaire. Daniel, vous êtes conseiller diplomatique au sein de notre équipe. Et je salue, en les remerciant d'emblée, les deux intervenants de très haute qualité que vous avez réunis pour nous éclairer sur ce sujet des sanctions économiques internationales. Voilà, merci beaucoup et bon séminaire à toutes et à tous. Merci Aurélien. Nous allons d'abord écouter Pierre Sellal. Pierre Sellal, vous êtes ambassadeur de France et aujourd'hui senior counsel dans le grand cabinet Auguste de Bouzy. Ancien élève de l'ENA, vous avez consacré une large partie de votre carrière aux affaires européennes, en occupant notamment plusieurs postes successifs à Bruxelles et en exerçant pendant plus de 10 ans les fonctions d'ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne jusqu'à fin 2017. Vous avez également occupé au sein du ministère des Affaires étrangères les deux postes les plus importants et les plus prestigieux de notre diplomatie, chacun pendant 5 ans, directeur de cabinet du ministre Hubert Védrine, puis secrétaire général du ministère. Vous présidez depuis 2017 la Fondation de France, qui est la plus importante organisation philanthropique française, raison par laquelle vous étiez invité parmi les hautes personnalités à la réouverture de Notre-Dame, puisque vous avez collecté beaucoup de fonds particuliers privés pour cette grande opération. Vous êtes senior counsel chez Auguste de Bouzy depuis 2018. Vous allez nous parler, vous allez partager avec nous votre appréciation d'ensemble des politiques de sanctions internationales. Merci Pierre. Merci, cher Daniel. Merci de nous accueillir, Aude Lodero et moi-même, pour ce séminaire. Permettez-moi d'abord d'en souligner la double pertinence. Euh, Tout d'abord, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Colson, que vous aviez créé un institut de géopolitique et business. Nous vivons effectivement le retour de la géopolitique dans les stratégies d'entreprise, alors qu'on pouvait penser que dans un monde post-westphalien, interdépendant, de libre commerce régulé par le droit, la géopolitique finalement n'était plus un paramètre ou un critère important d'investissement et d'action pour les entreprises. C'est tout le contraire aujourd'hui. La géopolitique est certainement un des deux ou trois enjeux fondamentaux de toute décision d'investissement ou d'activité économique pour une entreprise. Et en deuxième lieu, ce séminaire sur les sanctions, il suffit de lire tous les tweets de la nuit du président des États-Unis pour se rendre compte que nous vivons à l'heure de sanctions, de contre-sanctions. Et encore faudra-t-il faire un effort de conceptualisation pour savoir si ce dont nous menace aujourd'hui le président des États-Unis relève de la catégorie des sanctions au sens où nous l'entendons traditionnellement lorsqu'on parle de sanctions internationales ou bien d'autres choses. Donc merci encore de nous accueillir et pour ce qui me concerne, il se trouve que j'ai abordé cette problématique des sanctions à plusieurs titres dans ma carrière, en tant que d'abord essayer de trouver une place pour l'instrument ou l'outil des sanctions dans la politique étrangère de la France, puisque la question se pose traditionnellement lorsque survient une crise, une situation que l'on déplore ou que l'on condamne, de savoir si on met en place pour accompagner cette condamnation des sanctions. Deuxièmement, comme représentant permanent à Bruxelles, comme le rappelait Daniel, j'ai négocié toute une série de régimes de sanctions, puisque le plus souvent, les sanctions auxquelles la France participe sont des sanctions définies au niveau européen. Et puis, à présent, au cabinet Auguste de Bouzy, notre rôle est d'essayer d'expliquer aux entreprises ce qu'elles doivent faire face à un régime de sanctions, qu'il soit européen, onusien ou états-unien, comment s'y conformer et parfois comment éviter de se retrouver pris dans le filet de ces sanctions. J'ajouterais que au fil de ce parcours, il y a deux situations très différentes que l'on peut rencontrer. Une situation dans laquelle nous essayons, en particulier d'un point de vue français, d'éviter des sanctions que nous jugeons excessives mises en place par le grand partenaire, à savoir les États-Unis. C'est des situations que nous avons vécues pendant quelques années avec les sanctions vis-à-vis de l'Iran.
où, comme vous le savez, les États-Unis essayaient d'imposer, par ce qu'ils appellent le mécanisme des sanctions secondaires, leurs sanctions, leurs droits américains à les entreprises européennes. Et c'est un sujet sur lequel reviendra tout particulièrement Aude tout à l'heure dans la deuxième partie de ce séminaire. Et puis la situation inverse est une situation dans laquelle nous cherchons au contraire à faire en sorte que les sanctions que nous souhaitons aient l'extension la plus large possible, l'intensité la plus forte. C'est en gros la situation que nous connaissons aujourd'hui vis-à-vis de la Russie, et c'est la raison pour laquelle le cas russe va accompagner mon propos et mon parcours de la problématique des sanctions en général. Tout d'abord, peut-être une question de définition. De quoi parle-t-on quand on parle de sanctions internationales, de sanctions économiques internationales? Je proposerai la définition suivante. Ce sont des mesures contraignantes, bon, une force juridique obligatoire, des mesures contraignantes, en particulier vis-à-vis des entreprises, et visant à faire obstacle à la liberté du commerce, à la liberté de l'investissement, à la liberté d'aller et venir lorsque ces sanctions comportent des privations de visa ou de possibilité d'accéder au territoire des pays qui édictent ces sanctions. Euh, voilà ce que sont matériellement ces mesures. Et deuxièmement, il y a un autre trait important, c'est que ces mesures sont inspirées par un objectif politique. Ce sont des mesures qui ont des effets économiques ou qui se veulent des mesures à caractère économique dans leur contenu, mais dans leur inspiration, de leurs objectifs, ce sont des mesures qui ont un caractère politique. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas qualifier, me semble-t-il, une mesure de politique commerciale comme les droits anti-dumping de sanctions internationales. Les droits anti-dumping, c'est une mesure compensatoire par rapport à un comportement anticoncurrentiel d'un autre pays qui pratique le dumping, qui, par un coup de subvention ou de manipulation, fait baisser de manière intempestive et injustifiée les prix de ces produits exportés. On est dans une logique, encore une fois, de droit compensateur et ce n'est pas véritablement le sens de la sanction internationale telle que nous l'évoquons dans le cadre de ce séminaire. Et en même temps, je suis bien obligé de reconnaître que vu la pratique que semble vouloir mettre en œuvre le président des États-Unis aujourd'hui de ces droits anti-dumping, on est très proche du caractère d'une sanction au sens ancien ou traditionnel du terme dans les relations internationales, puisque comme on l'a vu, le président des États-Unis a brandi vis-à-vis du Mexique, par exemple, la menace de droits de douane pour essayer de promouvoir des objectifs d'une nature fondamentalement différente, à savoir un contrôle de la frontière pour les mouvements de migrants. Donc, on est dans une situation incertaine pour la qualification d'une politique ou de mesures comme celle que prennent les États-Unis. Mais encore une fois, retenons fondamentalement, et dans le cadre de notre discussion de ce soir, que les sanctions internationales dont les entreprises sont à la fois les victimes et les agents ou les vecteurs correspondent à des mesures restrictives prises pour des raisons politiques. Alors, quelles sont ces raisons politiques? Quels objectifs poursuit-on dans la pratique des sanctions internationales telles que nous les vivons dans les relations internationales? Le premier stade, c'est une volonté de punir, l'accompagnement d'une condamnation. Un pays considère que le comportement d'un partenaire, d'un autre État qui n'est pas son partenaire est répréhensible, contestable en droit, il le condamne et il accompagne cette condamnation de mesures restrictives qui peuvent être de nature très différente, parfois pas directement économique, comme par exemple la privation de la participation au sommet du G8, c'est ce qu'on a fait pour la Russie lorsque le G8 est redevenu G7 en retirant l'invitation de la Russie, ça peut être la non-participation à un événement sportif. Et souvent, il s'agit dans ce cas-là d'avoir une mesure à caractère minimal qui donne des satisfactions sur le plan de la morale et qui parfois répondent aussi à une pression de l'opinion. Vous ne faites rien par rapport à tel pays qui viole les droits de l'homme, on met en place un minimum de sanctions, pas forcément très substantielles, mais qui permettent, encore une fois, de donner un tour à peu près concret et tangible à ce qui sinon resterait une condamnation purement diplomatique. Autre expression politique de la sanction,
Ceci vous permet de manifester l'existence d'une unité, en particulier l'unité européenne, par rapport aux pays que vous ciblez. Euh, S'agissant de la Russie, encore une fois, aussi bien après l'annexion de la Crimée qu'après le déclenchement de la guerre en Ukraine, une des premières vertus des sanctions mises en place était de montrer qu'il y avait unité dans la fermeté de la part des États membres européens et ils étaient capables de mettre en place un régime de sanctions. Et le fait qu'il y ait eu depuis 3 ans 15 ou 16 trains de sanctions et renouvellement de ces sanctions tous les 6 mois, finalement fonctionne comme un renouvellement de l'expression de cette unité européenne par rapport à la situation créée par l'agression russe en Ukraine, même si à certains moments on se demande si cette unité ne devient pas un peu chancelante. Troisièmement, l'objectif de la sanction, c'est aussi de susciter un comportement, un changement de comportement, un changement de politique. Euh, Parfois dans un cadre conventionnel et négocié. Euh, euh, Dans la relation entre l'Union européenne et les pays dits ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, il y a depuis très longtemps des dispositions qui permettent de suspendre un dispositif d'aide, de suspendre ou d'affecter, de réduire des avantages commerciaux en cas de comportement déviant au regard des droits fondamentaux, des droits de l'homme ou simplement du respect du droit en général. Et donc là, on s'inscrit dans un processus synalagmatique d'échange. Je mets en place des restrictions dans le but de vous amener à changer d'attitude et à changer de politique. Euh, et c'est le plus souvent l'explication, la justification que l'on donne à la mise en place d'un régime de sanctions, à savoir, nous voulons que le pays ciblé change de politique et d'attitude. Euh, En principe, cet objectif de changement de politique, on prend garde à souligner qu'il ne saurait se confondre avec la volonté d'un changement de régime. Euh, Peut-être vous souvenez-vous que dès le départ, lorsqu'on a mis en place des sanctions vis-à-vis de la Russie, les Européens, les Occidentaux, les Américains eux-mêmes ont dit non, notre objectif n'est pas de provoquer une chute du régime à Moscou, un remplacement du président Poutine. Nous voulons une autre politique, un autre comportement, mais pas de régime change. Euh, Sur l'Iran, même dans le cas iranien, mais je pense que Aude y reviendra, on a toujours veillé à dire que notre objectif n'est pas de mettre à bas le régime des mollahs, mais d'obtenir de sa part une participation effective à l'accord sur l'encadrement du programme nucléaire iranien et un comportement moins attentatoire aux droits de l'homme. Euh, la limite par rapport à ce qui relèverait d'une logique plus belliqueuse, c'est de ne jamais afficher que l'on poursuit un objectif de changement de régime. Je reconnais en disant cela que parfois, puisqu'on évoquait le cas de l'Iran, dans la qualification de l'attitude et des objectifs américains, on pouvait avoir un doute sur la réalité de leurs intentions. Mais enfin, je pense qu'il est important quand même de bien distinguer entre des sanctions mises en place dans un objectif d'infléchir des comportements et d'obtenir des changements de politique, de sanctions qui auraient pour but véritablement de mettre à bas le pays considéré. Même si le plus souvent, on poursuit également, et c'est comme ça qu'on essaie d'obtenir un changement de sa politique, en essayant d'organiser l'affaiblissement de ce pays, l'affaiblissement économique, l'affaiblissement financier. Et dans le cas de la Russie, il s'agit d'apporter à la Russie, d'infliger à la Russie un coût de la poursuite de la guerre dont on espère qu'il devienne insupportable. Euh, euh, je reviendrai sur les éléments constitutifs de cette stratégie. Mais ce qui est important au titre de cette réflexion sur les objectifs que l'on poursuit dans une politique de sanctions, c'est d'être aussi clair que possible sur ce que l'on vise, ne serait-ce que parce que cette clarté est indispensable pour déterminer dans quelles conditions on serait prêt à lever les sanctions. Dans le praticien des régimes de sanctions que je suis, j'ai constaté qu'on a souvent été très faible sur les problématiques de lever des sanctions.
moins on est clair dans les objectifs que l'on poursuit dans la mise en place de sanctions, plus on est dans la gêne et dans l'embarras lorsqu'il s'agit de déterminer si l'évolution constatée vous permet ou non de lever les sanctions sous peine de perdre totalement en crédibilité. Donc, dans un scénario idéal, lorsque l'on conçoit une politique de sanctions comme un instrument de politique étrangère, il faut être très clair sur les objectifs et très clair sur les conditions de sortie éventuelle des sanctions. Ce qui nous amène assez naturellement à une réflexion sur l'efficacité des régimes de sanctions, qui est un débat très récurrent. On s'interroge constamment sur l'efficacité et l'effectivité des mesures qu'on a voulu mettre en place au regard de l'objectif que l'on s'assignait. Les meilleures sanctions, de son point de vue, sont celles dont l'agitation de la menace suffit à obtenir un résultat. Alors, nous verrons ce qui se passe aux États-Unis, ce que j'évoquais, le comportement des derniers jours du président Trump vis-à-vis du Mexique et du Canada. Mais j'ai un exemple historique en tête qui est célèbre. Une des raisons pour lesquelles, et la raison majeure pour lesquelles la France et la Grande-Bretagne se sont arrêtés en 1956 dans leur équipée à Suez, c'est que les États-Unis avaient immédiatement menacé d'un embargo pétrolier total vis-à-vis de l'approvisionnement de la France et du Royaume-Uni, ce qui a beaucoup contribué à mettre fin à cette aventure militaire. Lorsque l'objectif est la punition, donc, le seul fait d'avoir mis en place la sanction vaut punition, et donc la mesure est efficace dès lors qu'elle s'affiche comme une punition, comme par exemple lorsqu'il s'agit de priver certaines personnes, les fameux oligarques russes liés au pouvoir par exemple, de la capacité de voyager en Europe ou de prononcer un gel de leurs avoirs en Europe. C'est une punition. Dans les stratégies d'endiguement d'un pays qui souvent se caractérise par la mise en place d'un embargo plus ou moins complet dans les relations économiques vis-à-vis de ce pays, force est de constater que les résultats sont variables. Ils ont été limités dans le cas de l'Iran, si du moins l'objectif était de les faire revenir dans l'accord nucléaire et leurs engagements vis-à-vis du programme nucléaire, puisque même des sanctions d'une extrême sévérité mises en place par les États-Unis n'ont pas véritablement produit un changement de politique. Vis-à-vis de la Corée du Nord, ces sanctions sont en place depuis très longtemps, et on ne peut pas dire qu'il y a eu un infléchissement considérable et substantiel de la politique nord-coréenne. On cite souvent, en revanche, le cas où l'abandon du régime d'apartheid par le régime sud-africain a été sinon provoqué, du moins accompagné sur une certaine durée par la mise en place de sanctions et d'un embargo économique partiel dans les années 80. À ce titre, dans cette réflexion sur l'efficacité des sanctions, il y a une variable qui est importante à l'expérience, c'est celle de la durée. Des sanctions mises en place pour une durée très brève, le plus souvent, n'ont pas d'impact significatif. Et ce n'est que si elles sont en place pendant une durée suffisamment longue, que les stratégies des entreprises sont profondément modifiées et que vous pouvez peser effectivement sur une capacité économique structurelle. Dans le même temps, la seule durée n'est pas la garantie de l'efficacité. J'évoquais tout à l'heure le cas de la Corée du Nord. 30 ans de sanctions n'ont pas produit de résultats très, très significatifs. Et puis, la durée des sanctions permet également, dans certaines circonstances, au pays ciblé d'adapter son économie, sa stratégie, ses approvisionnements. Et ce qui s'est produit en particulier dans le cas des sanctions vis-à-vis de la Russie, celles qui avaient été mises en place après l'annexion de la Crimée en 2014, où on a constaté au moment de la guerre déclenchée dans le Donbass, donc près de 8 ans plus tard, que finalement la Russie s'était adaptée, notamment du point de vue des approvisionnements en matières premières et agricoles, à ce qu'avait été l'impact des sanctions mises en place par l'Union européenne, notamment après l'annexion de la Crimée, et que la durée des sanctions avait eu finalement un effet anesthésiant par rapport
à la morsure produite par ces sanctions. Et puis il y a d'autres effets pervers à cet égard qui obligent à une réflexion à nouveau frais sur l'efficacité. C'est ce que nous avons constaté ces derniers jours avec la manière dont la Chine, en matière d'intelligence artificielle, a su peut-être tirer profit de la situation de privation de l'accès à certaines technologies, à certaines puces électroniques, pour s'équiper pour elle-même et de trouver en elle-même les moyens économiques de développer les technologies d'IA en se passant de l'approvisionnement américain. Donc, parfois, la sanction peut agir comme une espèce de stimulant à l'innovation, puisqu'il faut trouver des alternatives aux fournisseurs qui ne veulent plus vous vendre, vous exporter ces produits. Donc, durée est un élément important de l'appréciation de l'efficacité, mais au moins aussi important, c'est la question du nombre de pays qui adhèrent au régime de sanctions. Des sanctions unilatérales de la part de la France n'ont pas grand sens, sauf dans une relation bilatérale, ce que nous avons fait avec des succès et des bonheurs divers en matière de visa vis-à-vis de l'Algérie ou du Maroc ces dernières années. C'est de la gestion bilatérale. Et donc là, il ne s'agit pas d'entraîner des partenaires dans une politique qui est avant tout une politique bilatérale. Mais dès lors qu'il s'agit de mettre en place des sanctions à caractère économique, dans le but, comme j'évoquais tout à l'heure, de faire modifier l'attitude, le comportement, la politique du pays ciblé, les sanctions les plus efficaces sont des sanctions universelles. Sanctions universelles, ça signifie sanctions décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et en principe obligatoires pour l'ensemble de la communauté internationale, même si nous savons qu'il y a parfois quelques ratés dans cette unité de la communauté internationale. Situation intermédiaire, des sanctions occidentales, européennes et États-Unis, sanctions G7, G8, et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui vis-à-vis de la Russie. Vis-à-vis de la Russie, la Russie étant membre permanent du Conseil de sécurité, il est impossible juridiquement et politiquement d'imaginer des sanctions édictées par le Conseil de sécurité, le droit de veto de la Russie. Et par ailleurs, nous avons constaté, vous vous souvenez sans doute de la surprise des Occidentaux dans les premiers votes intervenus à l'Assemblée générale des Nations unies au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine. On s'est rendu compte que le Sud global, comme on dit aujourd'hui, ou une partie de celui-ci, ne suivait pas la démarche occidentale dans la mise en place de sanctions. Et nous nous sommes retrouvés dans des régimes de sanctions qui, pour être soutenus par 80-90 pays de par le monde, ne réalisent pas l'universalité désirable, et même, comme cela a été souvent observé, en termes de population concernée, un bon tiers, voire 40% de la population mondiale n'adhère pas aux sanctions occidentales. Ce qui est une sérieuse limite à l'efficacité que l'on peut espérer d'un régime de sanctions, parce que des contournements, des détournements, ou simplement le fait que certains pays commerçants avec la Russie ne se sentent pas concernés, ne se veulent pas concernés par les sanctions européennes et américaines, ce qui réduit considérablement la portée de l'isolement que nous voulions infliger à la Russie. En tout cas, lorsqu'il n'y a pas universalité, il y a au moins importance à ce qu'il y ait la plus grande unité occidentale possible, et donc la plus grande unité entre Américains et Européens. C'est ce qui existe vis-à-vis de la Russie depuis le début du conflit. C'est ce qui a souvent manqué vis-à-vis de l'Iran, et heureusement à certains points, puisque nous ne voulions pas suivre les États-Unis dans leur stratégie à cette époque. Cette unité entre Européens et Américains, en tout cas avec l'objectif de ne pas chercher à nuire davantage aux partenaires qu'à soi-même, est un élément important dans l'efficacité des régimes que l'on entend mettre en place. Unité, c'est important, tout en étant bien conscient qu'il y a rarement équivalence dans les effets des sanctions et dans les conséquences et l'impact des sanctions entre les pays qui les mettent en place. Et ce que nous vivons actuellement dans les sanctions vis-à-vis de la Russie,
c'est précisément une situation qui est très inégale, je ne dirais pas nécessairement inéquitable, dans les effets de ces sanctions, fussent-elles identiques dans leur contenu, par exemple euh, un embargo pétrolier, entre l'impact sur l'économie américaine et l'impact sur l'économie européenne. Tout simplement parce que lorsque vous limitez, vous entravez le commerce, l'entité qui est la plus dépendante du commerce extérieur est beaucoup plus impactée qu'une économie au marché domestique plus important et moins ouverte au commerce extérieur. C'est toute l'explication du fait que les sanctions vis-à-vis de la Russie depuis 3 ans ont des effets disproportionnés entre les États-Unis et l'Europe, s'ajoutant à cela le fait que, comme chacun le sait, euh, l'Europe est dépendante sur le plan énergétique de ses importations d'hydrocarbures en particulier, alors que les États-Unis ne le sont pas. Donc, unité dans le contenu des sanctions ne veut pas dire équivalence dans leurs conséquences et dans leurs effets. Euh, cette non-équivalence existe également entre États membres de l'Union européenne. Les régimes de sanctions européens sont des régimes de sanctions unifiés qui sont inscrits dans le droit européen et donc obligatoires, contraignants pour tous les États membres dans les mêmes termes. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a égalité des effets et des conséquences. Sur le plan énergétique, encore une fois, c'est le meilleur exemple, je crois, les États membres de l'Union européenne sont dans des situations tellement différentes du point de vue de l'approvisionnement en gaz russe, par exemple, qu'on ne peut pas avoir équivalence dans les effets. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, il a été si difficile de parvenir à un accord sur les limitations, voire un embargo sur les importations d'hydrocarbures, et que même les discussions à propos des importations de GNL restent extrêmement difficiles. Elles ne peuvent que l'être dès lors que vous avez autour de la table un pays comme l'Autriche, par exemple, dont 82% des approvisionnements gaziers viennent de Russie. La Slovaquie dans une situation qui n'est pas très différente. Ça vous explique les difficultés de mise en place de ces régimes de sanctions au niveau européen, redoublées par le fait que juridiquement, ces régimes de sanctions requièrent des décisions à l'unanimité des États membres du Conseil. Il serait trop long ici, et ce n'est pas l'objet, d'expliquer pourquoi l'unanimité est considérée comme nécessaire. C'est lié au fait que les régimes de sanctions sont des régimes à caractère ou à inspiration politique, comme je l'évoquais tout à l'heure, et que la politique étrangère reste un domaine régi par l'unanimité au niveau européen. C'est une des différences d'ailleurs par rapport à la politique commerciale, qui elle est régie par la majorité qualifiée. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans mon introduction, j'ai essayé de bien séparer ce qui relève d'une logique commerciale, droit anti-dumping par exemple, de la logique politique des sanctions internationales. Mais le fait, encore une fois, qu'il y ait ce caractère politique fait qu'il y a besoin d'unanimité, ce qui ne veut pas dire que cette unanimité, comme on le dit trop souvent, est un obstacle absolu et dirimant à la prise de décision. Je rappelais tout à l'heure qu'il y a eu 15 régimes de sanctions vis-à-vis de la Russie, ou 16 même depuis le déclenchement du conflit. Il y a eu tous les 6 mois renouvellement des sanctions antérieures, et à chaque fois, malgré quelques combats d'arrière-garde, des réticences hongroises ou autres, on a réussi à trouver l'unanimité nécessaire. Et donc, ne partons pas de l'idée que l'unanimité est un obstacle dirimant à la mise en place de régimes de sanctions lourds et véritablement contraignants. Lourd et contraignant, avant tout pour les entreprises. Et là, nous sommes au cœur du sujet de notre institut et de notre séminaire. Et je voudrais insister un instant là-dessus parce que dans l'histoire de la politique des sanctions internationales, en tant qu'instrument de politique étrangère, c'est un changement très important. Il y a eu toute une époque où on considérait qu'on mettait en place des sanctions politiques et il fallait que le commerce se poursuive. Il fallait faire en sorte que les entreprises ne soient pas les premières cibles, les premiers vecteurs ou les premières victimes des régimes de sanctions qui étaient mis en place. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ce qu'on demande aux entreprises, c'est d'être précisément, en interrompant notamment leurs activités en Russie, les premiers agents, les premiers vecteurs des objectifs politiques fixés par les autorités politiques. Et s'ajoute à cela parfois
des pressions s'exerçant sur ces entreprises, allant au-delà même de ce que le texte même des sanctions adoptées au niveau européen, au niveau international, leur demandait. Voyez par exemple la manière dont, alors que rien dans les sanctions en place ne l'impliquait juridiquement, Renault a été obligé d'abandonner ses investissements en Russie et Leroy Merlin ou Auchan sont soumis à une pression d'opinion extrêmement forte pour faire de même. Euh, et cette, cette question du coût pour les entreprises s'ajoute au fait euh, euh, qu'il y a... Non, j'interromps un appel, excusez-moi. Euh, S'ajoute au fait que en cas de non-respect des sanctions, notamment celles qui sont mises en place par les États-Unis, l'Iran par exemple, nous étions dans une situation où il y avait des sanctions américaines et pas de sanctions européennes, s'ajoute un coût lié au risque de non-compliance avec les sanctions américaines, qui est un coût supplémentaire par rapport à celui que représente simplement le coût d'une cessation d'activité ou d'un renoncement à un flux commercial avec le pays concerné, l'Iran en la circonstance. Vous avez un coût de non-compliance qui est souvent un coût d'accès au marché américain. Et comme vous savez, pour beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de secteurs, l'accès au marché américain a un caractère décisif et la privation de cet accès au marché américain pour l'activité financière, l'activité bancaire par exemple, a un caractère véritablement létal. Voilà pourquoi cet enjeu du coût pour les entreprises est central aujourd'hui, dès lors qu'il s'y ajoute ces considérations que j'évoquais à l'instant sur l'extraterritorialité des sanctions, sur lesquelles Aude reviendra certainement tout à l'heure, pour expliquer de quelle manière, par quel mécanisme, les États-Unis essayent d'appliquer aux entreprises non américaines leur régime de sanctions en jouant du lien avec ce qu'on appelle le nexus américain. La conclusion générale que l'on peut tirer de ce parcours et de ce survol, c'est que, et c'est en cela que l'impact sur les entreprises est très fort, c'est qu'il y a un effet de fragmentation du monde dès lors qu'il s'agit de faire en sorte que ce monde ne fonctionne plus d'une manière régulée, interdépendante et libérale, au sens le plus général du terme, et par la mise en place de sanctions, a fortiori lorsque celles-ci ne sont pas universelles, vous transformez cette situation internationale et cette économie mondiale en ensemble juxtaposé, fragmenté, disloqué, qui, à soi seul, est profondément contraire aux intérêts européens, puisque l'idéal européen est un idéal d'ouverture des frontières, d'ouverture des marchés, avec un continuum entre ce qu'a représenté le marché intérieur européen d'une part, et d'autre part l'économie mondialisée fondée sur le libre-échange et l'extension indéfinie de la démocratie libérale. Et tous ces éléments, tous ces paramètres que j'ai parcourus avec vous, encore une fois, sont particulièrement applicables à ce qu'on a vécu depuis 3 ans dans les sanctions mises en place vis-à-vis de la Russie. L'inégalité de situation entre États-Unis et Europe, liée notamment à la situation énergétique respective. Les situations très différentes entre les États membres, entre des pays indifférents et d'autres qui le sont beaucoup moins. Je vous demande une toute petite seconde, mais... Allô? Oui? Oui? Ah, oui? Oui. Je profite de cette petite interruption pour dire que vous pouvez commencer à poser des questions dans le chat, soit pour l'ambassadeur, soit sur la session dans son ensemble, et on essaiera d'en traiter le plus grand nombre possible. Je vous rends la parole. Oui, je suis vraiment confus, mais j'ai une urgence vraiment très, très forte. Si vous permettez, je vais conclure assez vite et je reviendrai ensuite. Euh, euh, donc j'évoquais l'application de ces paramètres à notre situation Russie, inégalité entre États-Unis et Europe, situation très différente entre les États membres,
difficulté de l'unanimité dans un domaine comme celui-là, et surtout un arbitrage très incertain entre le coût que l'on s'inflige pour soi-même et le coût qu'on inflige effectivement aux partenaires qu'on entend, aux partenaires, à la cible que l'on entend viser. Et dans le cas russe, je crois que la situation se pose objectivement lorsque l'on constate la difficulté que nous avons effectivement à mordre sur l'économie russe, en tout cas dans le court terme, par rapport à ce qu'a représenté le régime de sanctions visé de la Russie pour les intérêts européens. Je terminerai en conclusion en évoquant, enfin, par deux formules, euh, en disant autant il était erroné de vivre dans l'illusion que l'interdépendance et le commerce assuraient par eux-mêmes la stabilité ou le changement positif dans le monde, c'est le fameux Wandel, Durchandel de nos amis allemands, autant il serait tout aussi erroné de croire que c'est par le découplage, le cloisonnement, la fragmentation du monde qu'on apportera davantage de stabilité et de sécurité. Voilà, merci infiniment. Pardonnez-moi de ce parcours rapide et excusez-moi surtout d'avoir dû un peu interrompre ma chute. Si vous me donnez une minute, il faut vraiment que je prenne cet appel. Excusez-moi. Merci, merci beaucoup, Pierre. Est-ce que Aude Landero est avec nous? Absolument. Bonsoir à Merci. tous. Merci beaucoup, Aude, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes diplômé d'HEC, où vous enseignez, et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez commencé votre carrière en 2015 en tant qu'avocate en contentieux commercial et pénal des affaires au sein du cabinet Auguste de Bouzy. Vous intervenez dans des domaines aussi variés que le pénal d'entreprise, les dommages corporels et les sujets commerciaux. Vous travaillez sur les questions liées à l'application des régulations relatives aux sanctions contre l'Iran en particulier. Et précisément, vous allez nous présenter une étude de cas, les sanctions vis-à-vis de l'Iran. Merci beaucoup. Effectivement, donc après les propos de Pierre Sellal, l'idée est que je puisse vous présenter les sanctions propres à l'Iran et de manière, j'allais dire, chronologique pour reprendre un peu le fil des sanctions qui ont été imposées à ce pays. Alors, comme Pierre Sellal vous l'expliquait, quand on parle de sanctions économiques, ce qui va être le cœur de mon propos, on parle de mesures restrictives, en fait, qui sont prises par un État pour contraindre un autre État à appliquer des accords internationaux, on va dire. Ces sanctions économiques, elles visent le plus souvent des individus et des activités commerciales spécifiques qui peuvent prendre différentes formes et je vous parlerai de ces différentes formes de manière assez précise. Et en cela, donc, les sanctions économiques sont à distinguer des embargos. Vous le savez probablement, mais les embargos, ce sont des mesures restrictives d'application beaucoup plus générale qui bannissent les importations ou les exportations, voire tout un commerce avec un pays ciblé. Donc, dans ce que je vais vous présenter, on parlera de sanctions économiques à l'encontre de l'Iran. Alors, ces sanctions ont un enjeu géopolitique et économique fort parce que l'Iran, il faut quand même avoir à l'esprit que c'est, on va dire, 92 millions d'habitants, que 73% de la population est citadine et que la moyenne d'âge en Iran, c'est 33-34 ans. C'est un pays avec un taux d'alphabétisation de 90% et une espérance de vie à 75 ans. Donc, en fait, les sanctions, enfin, je vais vous parler des sanctions et de la levée des sanctions et du rétablissement des sanctions à l'encontre de l'Iran. Mais la levée des sanctions contre l'Iran a eu pour effet d'ouvrir au commerce international un marché de 90 millions de consommateurs âgés à plus de 50% de moins de 35 ans et très demandeurs de biens de consommation étrangers avec un territoire qui a une superficie 3 fois plus vaste que celle de la France. Donc vous imaginez bien pour les entreprises ce que l'ouverture de ce marché a représenté. Et pour vous donner un ordre d'idée, au moment où les sanctions ont été levées, pardon, je vois que ma caméra est un peu tombée, hop. Au moment où les sanctions ont été levées, les exportations de produits français vers l'Iran représentaient 1,5 milliard d'euros
et les importations de produits iraniens en France représentaient 2,3 milliards d'euros, donc en 2017. Et en 2023, les chiffres étaient tombés à 280 millions d'euros pour les exportations et à 41 millions d'euros pour les importations. Et ça a été lié au rétablissement des sanctions. Donc on voit bien l'impact direct sur les échanges commerciaux entre la France et l'Iran des sanctions internationales. Alors, quelles sont ces sanctions? Je propose donc un ordre un peu chronologique pour expliquer l'origine des sanctions et puis le mécanisme de la levée et enfin le rétablissement qui a suivi et où est-ce qu'on en est finalement aujourd'hui de ces mesures. Alors, les sanctions à l'encontre de l'Iran, il faut avoir à l'esprit qu'elles sont de trois ordres. Il y a les sanctions onusiennes, les sanctions européennes et les sanctions états-uniennes. Quand on parle des sanctions onusiennes, en fait, le Conseil de sécurité peut mettre en place des sanctions qui sont pour lui un moyen de contrainte qui permettent de répondre en fait à des menaces contre la paix ou quand on peut dire que l'action diplomatique a échoué. Donc en fait, ces sanctions pour le Conseil de sécurité, c'est un moyen d'exercer une pression sur un État pour qu'il se conforme à des objectifs qui ont été fixés par le Conseil de sécurité. En ce qui concerne l'Iran, l'objectif était l'arrêt de la prolifération nucléaire et donc les sanctions ont pris la forme de mesures économiques et commerciales assez générales. Et évidemment, il y a eu une préoccupation de certains États, mais également d'organisations humanitaires, parce que des mesures économiques et générales ont des effets néfastes sur les populations. Et donc, il a été demandé à ce que le Conseil de sécurité ait une approche plus fine avec des sanctions individuelles. Et donc, il y a eu, et c'est également le cas pour les sanctions à l'encontre de la Russie, des interdictions de voyager, des gels des avoirs financiers spécifiques à l'encontre de certaines entités, physiques ou morales, des blocages de transactions financières, notamment dans des cercles politiques proches du pouvoir. Et bien évidemment, il y a toujours des exceptions humanitaires. Donc, depuis 2006, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté un certain nombre de résolutions pour exiger que l'Iran cesse d'enrichir l'uranium à des fins de prolifération nucléaire. Et ces résolutions ont été progressivement accompagnées de mesures restrictives qui étaient destinées donc à ce que l'Iran se conforme au programme. Euh, il faut savoir que l'Union européenne et les États-Unis ont mis en œuvre les sanctions des Nations Unies. Mais si on en vient maintenant à l'Union européenne, en fait, ce qui est intéressant, c'est que non seulement elle met en œuvre les sanctions des Nations Unies, mais au-delà de ça, l'Union européenne peut imposer à l'Iran, et elle l'a fait, toute une série de sanctions économiques et financières autonomes. Et chaque État membre pouvant décider de sanctions autonomes complémentaires dans les domaines qui relèvent de leurs compétences nationales, par exemple les visas, on a en réalité 27 régimes de mise en œuvre des sanctions au niveau de l'Union européenne. Et il faut savoir que très souvent, on se réfère au régime britannique, qui est réputé être le plus sévère en la matière. Et donc, quand on se demande parmi les 27 États membres ce qu'il en est, généralement, on va voir ce qui se passe du côté du Royaume-Uni, qui donne un peu le ton le plus sévère en la matière. Mais donc voilà, il faut bien avoir à l'esprit que quand on parle de sanctions européennes à l'encontre de l'Iran, on a en réalité 27 régimes différents. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les européennes ont touché beaucoup de domaines différents en Iran. Il y a eu des restrictions au commerce de certains biens. Donc, bien évidemment, tous les produits pétroliers ont été visés, pétroliers, pétrochimiques ont été visés par les sanctions. Il y a eu évidemment le domaine financier, comme d'habitude, et c'est le cas aussi pour la Russie, hein, qui a été touché par ces sanctions. Donc, on a un gel des avoirs de la Banque centrale iranienne et des principales banques commerciales iraniennes, tout comme en matière de sanctions à l'encontre de la Russie, les banques russes, ou en tout cas les principales banques russes, ont été visées. Il y a des restrictions, il y a eu dès l'origine des restrictions dans le secteur des transports, en matière de déplacement des personnes listées. Alors,
il faut savoir qu'en matière de sanctions internationales, donc comme il y a ces mesures spécifiques prises à l'encontre de certaines personnes, il existe des listes qui sont publiques, auxquelles tout le monde peut avoir accès, où on voit si telle ou telle entité, personne physique ou personne morale, est listée, on appelle ça comme ça. Et donc en France, concernant l'Iran, on a ce qu'on appelle la liste unique de gel. Aux États-Unis, c'est la liste SDN. Et donc, beaucoup de personnes, beaucoup de sociétés ou de personnes physiques sont présentes sur ces listes. Et pour les entreprises, il est très important d'aller faire des vérifications et des audits pour être sûr de ne pas être en train de commercer avec une société qui serait présente sur ces listes, parce que dans le cadre des sanctions à l'encontre de l'Iran, il y a une interdiction absolue de mettre à disposition enfin, il y avait à l'origine, hein, je suis historiquement dans les mesures qui avaient été prises, mais une interdiction de fournir des ressources économiques directement ou indirectement à des personnes présentes sur ces listes. S'agissant des sanctions états-uniennes, alors il faut bien avoir à l'esprit, je pense que vous le savez tous, mais au cas où je reprécise, qu'il y a une distinction cardinale entre les sanctions dites primaires et les sanctions dites secondaires. Les sanctions primaires, ce sont les sanctions américaines qui sont prises à l'encontre des US persons et qui interdisent, pour simplifier, de manière générale, tout commerce depuis et vers l'Iran. Les sanctions secondaires, ce sont les sanctions prises à l'encontre des non-US persons. Euh, c'est une définition négative. Donc, et une non-US person, toute personne qui n'est pas une US person. Et il y a des règles spécifiques qui s'appliquent pour ces non-US persons. Donc, de la même manière que l'Union européenne, les États-Unis avaient à l'époque reconnu les sanctions prises par l'ONU et pris des sanctions spécifiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir donc qu'avant 2016, il y avait un régime de sanctions très lourd à l'encontre de l'Iran. Le 16 janvier 2016, on a eu la levée de certaines sanctions à l'encontre de l'Iran dans le cadre d'un accord qu'on appelle le JCPOA, le Joint Comprehensive Plan of Action. Et cet accord a été signé entre l'Iran, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Union européenne, les États-Unis, j'oublie personne, la Russie et la Chine. L'objectif de cet accord était de limiter le programme nucléaire iranien sur au moins 10 ans, en contrepartie d'un assouplissement des sanctions. Et donc, conformément à cet accord, en janvier 2016, les Nations Unies, l'Union européenne, chaque pays au sein de l'Union européenne et les États-Unis ont levé certaines sanctions. Donc, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail à ce stade, mais ça a permis un vrai développement économique pour des entreprises françaises qui, à ce moment-là, sont parties en Iran investir le marché. Alors j'allais dire malheureusement, dans le cadre de la première élection du président Trump, on a vu apparaître un retour des sanctions à l'encontre de ce pays. Alors pour simplifier, aux États-Unis, le système est le suivant. Il faut normalement certifier l'accord du JCPOA et renouveler la suspension des sanctions. Et en fait, le président Trump, en 2017 puis 2018, n'avait pas certifié le JCPOA et n'avait pas renouvelé la suspension des sanctions, tant et si bien que celles-ci ont été rétablies. Et non seulement elles ont été rétablies, mais elles ont été accentuées. Pour vous donner un ordre d'idée très pratique, on a vu 700 personnes être d'un coup inscrites et ou réinscrites sur la fameuse liste SDN américaine. Donc, bien évidemment, d'un point de vue très opérationnel à ce moment-là, beaucoup de sociétés françaises sont venues consulter des avocats en disant, bah voilà, on avait pu aller ou retourner en Iran dans le cadre de la levée des sanctions. Et aujourd'hui, en fait, la question se pose de ressortir d'Iran parce que le régime américain prévoyait un retour des sanctions sous 90 jours ou 180 jours selon les domaines. Par exemple, de manière très pratique, le secteur automobile devait faire l'objet d'un retrait sous 90 jours, enfin pardon, les transactions commerciales relatives au secteur automobile iranien devaient s'arrêter dans un délai de 90 jours et les transactions commerciales relatives au secteur énergétique iranien devaient s'arrêter dans un délai de 180 jours. Donc évidemment, pour les entreprises, c'est extrêmement court comme délai.
de partir d'un pays dans lequel finalement on est revenu ou on est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça a supposé de négocier très rapidement avec les co-contractants iraniens des sorties, euh, tant que faire se peut pour ne pas trop perdre économiquement parlant, et éventuellement pour avoir la possibilité de revenir ensuite en Iran le jour où les sanctions seront potentiellement à nouveau levées. Et alors Pierre en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a vu aussi à ce moment-là quelque chose d'intéressant, c'est la volonté européenne finalement de ne pas se plier au diktat américain de retour de sanctions, parce que l'Union européenne, elle, n'était pas revenue sur la levée des sanctions. Donc les sanctions européennes continuaient d'être levées, tant et si bien que techniquement le commerce européen pouvait continuer avec l'Iran. Maintenant, les entreprises européennes se sont vues menacées de sanctions américaines et donc beaucoup d'entre elles ont préféré fermer directement leur entreprise en Iran pour éviter toute sanction. Et l'Union européenne, pour tenter de protéger ces entreprises, a mis un jour un règlement de blocage en disant à ces entreprises françaises, eh bien, finalement, vous pouvez ne pas respecter les sanctions américaines. Quelque part, on va vous protéger et on vous permet de le faire. Et donc là, les entreprises françaises se sont retrouvées face à une double contrainte, c'est-à-dire que non seulement elles voulaient respecter les sanctions américaines parce qu'elles ne voulaient pas être privées de la possibilité du marché américain, elles ne voulaient pas se fermer des opportunités, elles ne voulaient pas prendre de risques de sanctions, elles ne voulaient pas prendre de risques d'être listées sur la fameuse liste SDN. Mais en plus de ça, les co-contractants iraniens sont venus les chercher en responsabilité en disant, bah, en fait, vous pourriez ne pas respecter ces sanctions américaines parce que vous avez un règlement européen qui vous autorise à le faire. Or, vous décidez quand même de quitter le business. Donc, moi, j'estime que vous engagez votre responsabilité. Et donc, on s'est retrouvé avec des sociétés françaises qui étaient prises entre deux feux. Et il y a eu, alors, pas beaucoup de presse sur le sujet parce que beaucoup d'arbitrages confidentiels, en revanche, sur la place de Paris et ailleurs. Donc voilà un peu les problématiques auxquelles les entreprises ont été vraiment ont dû faire face au moment du rétablissement des sanctions. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, comme vous le savez, il y a eu donc un rétablissement très fort des sanctions américaines. Sous la présidence de Joe Biden, il a été pensé que des négociations pouvaient reprendre parce que à l'époque où il était candidat, il avait indiqué que il pourrait y avoir une réintégration du JCPOA. De fait, il y a eu des négociations en 2021-2022. Et puis, avec la réélection récente du président Donald Trump, eh bien, on se demande si des négociations sont toujours possibles ou pas. Et puis, vous avez peut-être lu dans la presse dernièrement les dernières actualités sur le sujet. Et voilà pour un petit tour d'horizon un peu pratique, j'allais dire, des sanctions à l'encontre de l'Iran et de leur chronologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, effectivement, Maître Blondereau, et une fois de plus, Monsieur l'ambassadeur Pierre Sellal. C'était absolument passionnant. Selon l'usage, donc, on est ravi à présent de pouvoir prendre des questions à partir de ce qui a été indiqué dans le chat, faute de mots plus francophones. Simplement, peut-être, sauf si vous-même, cher Daniel, vous avez une première question pour lancer le débat, sinon j'en aurai une de mon côté. Allez-y, Aurélien. C'est une question qui s'adresse à nos deux intervenants, mais donc on a bien compris que dans l'effectivité des sanctions, il y avait bien sûr leur durée, et puis il y a aussi leur périmètre. Et vous avez mentionné, monsieur l'ambassadeur, le fait qu'il y a eu, par exemple, pour la partie européenne, 15 ou 16 paquets de sanctions successifs. Pour la petite anecdote, compte tenu de nos activités auprès des institutions européennes. Nous avions été reçus pour un séminaire à la RP il y a un an et votre successeur, Philippe Léglise-Costa, nous avait raconté comment c'était négocié en Coreper au lendemain du 24 février 2022 les trois premiers paquets de sanctions, dont des sanctions personnelles contre Poutine et Lavrov, et que on avait vu que même à 27 et sur un sujet aussi sensible que celui-ci, il avait été possible, en mode très rapide,
de prendre des décisions très symboliques et très fortes, y compris justement dans l'affirmation d'une unité euh, au niveau des 27. Et ma question, c'est finalement, comment s'y prend-on pour choisir dans le catalogue des sanctions possibles d'une part des sanctions qui vont concerner des secteurs d'activité, d'autre part des sanctions qui vont plutôt concerner des individus, puisqu'on a bien compris qu'en fait il y avait les deux. Parfois on annonce des paquets de sanctions sur un secteur, les pièces détachées dans l'aviation, et puis parfois on annonce des sanctions qui désignent des personnalités physiques. Et donc, comment se passe là? Quel est le catalogue? Est-ce qu'il y a même, je dirais, peu à peu une doctrine qui s'est mise en place parce qu'on sait que tel secteur va avoir un impact beaucoup plus rapide que tel autre secteur où les effets vont être plus lents. Voilà. Comment choisit-on dans l'éventail des sanctions possibles par secteur, sur les personnalités, pour avoir des paquets qui, comme vous l'avez dit, servent l'intérêt politique? Hmm. Distinguons les personnes, les individus d'une part, et les secteurs économiques, les entreprises. S'agissant des individus, il s'agit de sanctionner des personnalités exerçant une responsabilité dans la politique que vous entendez condamner. Alors, on peut penser immédiatement évidemment, au chef de l'État et au Premier ministre, ce qui pose problème parce que dès lors que vous ne renoncez pas à rechercher aussi par la voie diplomatique, par la voie du dialogue, des discussions, des négociations, un résultat, vous ne pouvez pas en même temps considérer que ce sont des parias avec lesquels vous ne pouvez pas parler. C'est la raison pour laquelle Poutine et Lavrov n'ont pas fait partie des premières personnalités ciblées dans les sanctions européennes. Mais on recherche, on essaie d'identifier des personnes qui, encore une fois, ont exercé une responsabilité très directe dans les comportements, les politiques, les pratiques que vous condamnez. Et s'agissant des sanctions vis-à-vis qui ont suivi plutôt l'annexion de la Crimée, nous avions ciblé plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes, soit militaires, soit civiles, ayant participé directement soit aux opérations militaires, soit aux décisions qui ont donné lieu à cette politique vis-à-vis de la Crimée. On a incriminé en particulier à ce titre des responsables de la Douma, du Parlement russe, qui s'étaient distingués par un zèle particulier dans cette opération. Mais la limite de cet exercice, et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que même si nous sommes dans un domaine très politique, il y a un contrôle juridictionnel, en particulier sur les décisions européennes. Et depuis quelques années déjà, une vingtaine d'années, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de Luxembourg, s'est reconnue compétente pour apprécier la pertinence de l'inscription dans une liste de sanctions de telle ou telle personne. Et en application des principes généraux du droit pénal, il faut apporter la preuve que la personne dont il s'agit a été sanctionnée à bon escient, en quelque sorte, au nom de véritables responsabilités. Pendant très longtemps, les États membres se sont insurgés contre cette évolution jurisprudentielle. Comment nous sommes dans l'ordre du politique, comment pouvez-vous apprécier la responsabilité politique de tel ou tel que nous avons ciblé et par ailleurs, vous ne pouvez pas nous demander de vous divulguer ce que nous savons de telle ou telle personne, de ses antécédents, de ses comportements. Tout ceci doit rester couvert par une certaine confidentialité, et c'est ça le cœur de la négociation entre les États. Malheureusement, si j'ose dire, et heureusement peut-être pour le droit de la défense, pour ceux qui y sont attachés, la Cour de justice et le tribunal de l'Union européenne ont annulé un certain nombre de décisions parce qu'elles estimaient insuffisamment motivé le dossier que nous allions constituer sur la personne considérée. À titre d'exemple, ces dernières années, dans le cadre des sanctions vis-à-vis de la Russie, on avait considéré que pour l'efficacité de nos mesures de gel des avoirs, il fallait que le conjoint ou des parents du responsable, de l'oligarque ciblé, fasse lui-même l'objet de sanctions.
Euh, Certains ont déposé des recours, certains conjoints, et certains les ont gagnés, considérant que la responsabilité individuelle personnelle de cette personne n'était pas démontrée et qu'il n'y avait donc aucune raison de l'assujettir à des sanctions. Donc il faut quand même faire attention. Et il faut avoir un lien entre le comportement, l'identité de la personne et puis euh, l'attitude, la politique, le comportement, les pratiques que vous entendez condamner et dénoncer. S'agissant des secteurs, là, le point de départ, c'est de trouver des domaines qui, d'abord, qui ont du sens. Ce secteur fait-il l'objet d'échanges entre la Russie, puisqu'on parle de la Russie et l'Europe? Deuxièmement, s'agit-il de secteurs importants, névralgiques, qui, dès lors que vous intervenez sur l'approvisionnement, pièces détachées par exemple, auront un effet sensible sur les capacités russes, notamment ses capacités militaires. C'est la raison pour laquelle l'aéronautique est venue très vite, ou les composants électroniques parmi les secteurs faisant l'objet de sanctions. Et troisièmement, si possible, éviter de s'infliger trop de mal à soi-même par rapport à celui que vous visez. C'est la raison pour laquelle le GNL a beaucoup tardé et n'est pas encore aujourd'hui sous embargo, parce que des pays sont trop dépendants des importations en GNL et il n'y a aucune possibilité au moment où nous parlons de trouver un substitut complet aux importations de GNL russes pour des pays comme la Slovaquie et l'Autriche. Et ça vous explique aussi pourquoi cela parfois a surpris un secteur comme le nucléaire civil, l'approvisionnement en combustible des centrales nucléaires, fourni par Rosatom, n'a jamais fait l'objet de sanctions, parce que trop de pays aujourd'hui sont dépendants des approvisionnements de Rosatom, et donc on n'a jamais mis sous sanction euh, ces, euh, ces approvisionnements. Peut-être avez-vous observé d'ailleurs, puisque la question s'est posée juste entre Noël et Nouvel An, que jusqu'au 1er janvier de cette année, le transit du gaz russe à travers l'Ukraine était toujours possible pour approvisionner plusieurs marchés parce que les couper, les interrompre était infliger un coût excessif aux pays importateurs concernés. Ça vous montre que ce régime de sanctions n'est pas un régime d'embargo complet, n'est pas un régime d'interdiction de toute forme de relations économiques avec la Russie. On n'est pas du tout dans cette situation, de même que nous continuons à avoir, à la fois au plan bilatéral et dans beaucoup d'institutions multilatérales, pour autant qu'elles fonctionnent encore, des relations avec la délégation russe. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Il y a plusieurs questions, notamment celle de ma collègue Viviane de Beaufort, que je salue, professeure de droit européen, qui vous interroge sur les moyens de contournement des sanctions, et les trous dans la raquette, ce qui peut transiter par des pays de la région, ou alors sur les flux financiers, on parle beaucoup des avoirs russes à Dubaï, et peut-être même au sein du périmètre européen, avec certains États dont on sait que on pense en particulier à Chypre, ils ont longtemps été des usines à blanchir certains avoirs, en particulier russes. Les trous de la raquette, comment on les Bon. gère? Aurélien, est-ce que je peux intervenir ici parce que j'ai la même question? Je t'en prie. Est-ce que je peux rebondir? Oui, Joseph Meila, je voulais véritablement féliciter nos deux intervenants pour l'excellence de leur présentation. La question effectivement qui se pose aujourd'hui est celle du contournement. Il y a toute une panoplie, une très vaste panoplie aujourd'hui pour contourner. On voit par exemple que l'Iran est en train véritablement avec la Chine de contourner l'embargo sur le pétrole. L'aide des pays pétroliers du Golfe n'est pas exclue non plus. On voit aussi la manière dont la Russie de Poutine s'est accommodée des sanctions en passant véritablement des accords pour l'exportation des produits agricoles avec la Turquie. Et on se trouve dans une économie mondialisée. Et au fond, on sent que plus un pays est intégré dans le système international, plus il a des acolytes, des partenaires commerciaux, politiquement compatibles, bien sûr, ou pour le cas de la Turquie extrêmement ambigu, qui vont permettre de jouer sur euh, les, euh, les aspects, en quelque sorte, les plus durs
des sanctions. Comment on fait? Est-ce qu'on intègre cette politique, cette observation du contournement dans la politique de sanctions elle-même, ou est-ce qu'on laisse faire en sachant qu'on ne peut pas effectivement réparer tous les trous de la raquette dont parlait tout à l'heure Aurélien? Il y a aussi un autre effet du contournement, c'est que des sanctions, mais ça va un peu de pair, c'est le fait qu'effectivement, des secteurs entiers économiques peuvent être vivifiés par des logiques protectionnistes, finalement, puisqu'on oblige l'État qui sanctionne, pousse à une espèce de protectionnisme malgré soi. Et on voit la Russie, par exemple, développer tout le secteur agricole, le secteur des armements. Et donc, ce sont des effets induits, bien sûr, qu'il faut intégrer dans cette logique. L'opinion publique, Pierre Sella, je voulais vous poser une dernière question là-dessus, ce qu'on appelle les atteintes réputationnelles. Vous avez parlé d'Auchan, le roi Merlin, qui peuvent être montrés, certaines entreprises montrées du doigt. Comment on fait? Je sais qu'à la direction du Trésor, il y a un accompagnement qui est fait pour les entreprises, notamment pour les PME et pour les petites entreprises aussi, pour véritablement les aider à se retrouver dans le dédale des sanctions, des listes des personnes et des entreprises sanctionnées, sans qu'effectivement tout cela n'ait un effet délétère sur leur pratique commerciale à l'étranger. Merci beaucoup. J'ai été un peu long, Aurélien, excuse-moi. Je t'en prie, cher Oui, Joseph, il y a beaucoup de sujets pour nos intervenants. Je vous en prie. oui. Distinguons peut-être entre non-respect des sanctions de la part de pays qui sont normalement assujettis, non-application des sanctions et contournement des sanctions. Le non-respect, c'est-à-dire une situation d'infraction, un pays qui ne respecte pas les sanctions qu'il est normalement contraint, euh, ça s'est plutôt bien passé entre États membres de l'Union européenne. Par rapport à des exemples passés, vous avez cité certains noms, il n'y a pas beaucoup de cas de non-respect, d'infraction de manière délibérée et importante aux sanctions telles qu'elles ont été établies. Alors, certains pays ont fait en sorte que le régime des sanctions ne couvre pas, comme je l'évoquais tout à l'heure, des domaines qui étaient névralgiques et très importants pour eux. On cite souvent la Hongrie, mais il a fallu attendre, je crois, le 12e ou le 13e train de sanctions pour que les diamantaires belges soient assujettis aux sanctions. La Belgique qui avait résisté jusque-là, donc les responsabilités sont assez partagées. Donc le non-respect des sanctions, c'est relativement rare et c'est négligeable. Deuxièmement, et s'agissant de la Russie, c'est l'échappatoire principal, la non-application des sanctions de la part de ceux qui ne se sentent pas concernés. Et comme je le disais tout à l'heure, une bonne moitié des pays du monde, et probablement la majorité en termes de population mondiale, n'étaient pas concernés par ces sanctions. Ils ne voulaient pas les appliquer. Donc vous ne pouvez pas parler de de viol du régime de sanctions, mais de non-application, ce qui suffit évidemment à en réduire beaucoup l'effectivité. Avec une nuance néanmoins, c'est que si la Russie, par exemple, a pu exporter son pétrole euh, vers l'Inde ou vers la Chine, c'est dans des conditions de rabais et de diminution de prix dont ont profité les acheteurs indiens et les acheteurs chinois, ce qui fait que, au final, il y a tout de même eu un effet négatif sur les recettes russes, même si la Russie a pu continuer à exporter ses hydrocarbures. Élément supplémentaire à propos de cette non-application des sanctions par certains, ce qui a été assez frappant dans l'affaire des sanctions russes par rapport à ce qu'on a connu dans le cas de l'Iran, ou plutôt ayant à l'esprit que ça s'est passé dans le cas iranien avec les sanctions américaines, même les entreprises chinoises ont été excessivement prudentes dans leurs relations avec la Russie, tout simplement pour ne pas prendre le risque de se voir sanctionner au titre de sanctions secondaires par les États-Unis et de se voir priver l'accès au marché américain. Et incontestablement, il y a eu une certaine auto-limitation dans ce que les entreprises chinoises se sont autorisées à faire vis-à-vis de la Russie, qui est liée à leur hantise de faire l'objet de sanctions secondaires, de sanctions indirectes du fait de leur commerce avec les entreprises russes. Et je pense que ça a eu un effet d'inhibition vis-à-vis de
segment, en tout cas des échanges économiques entre la Chine ou l'Inde d'une part et la Russie. Et troisièmement, il y a le contournement. Enfin, le contournement, c'est l'utilisation de plaques tournantes dans les Émirats, dans le Golfe ou en Turquie, qui effectivement ont permis à la Russie d'échapper à un certain nombre de mesures d'embargo et de sanctions. Euh, L'Europe a essayé d'y réagir par un règlement anti-contournement, mais dont la mise en œuvre a été difficile parce que il s'agit de cibler des cas flagrants où le contournement, c'est-à-dire où une entreprise européenne exporte vers une entreprise turque, par exemple, en sachant que la destination de son exportation, c'est la Russie. Là, vous pouvez effectivement poursuivre l'entreprise européenne et l'autre pour complicité. Mais dans les cas où il y a un commerce ouvert, triangulaire, qui intervient via le Golfe ou la Turquie, c'est extrêmement difficile de mettre en place un dispositif anti-contournement. Et c'est une des explications fondamentales de la relative faible efficacité, du moins telle qu'on peut l'apprécier aujourd'hui, des sanctions vis-à-vis de la Russie. Peut-être pour donner aussi un élément concernant les sanctions à l'encontre de l'Iran, je vous disais tout à l'heure que certaines mesures ont été levées par les US dans le cadre de la levée partielle des sanctions en 2016, mais comme je viens de le dire, cette levée elle a été partielle, c'est-à-dire que toutes les mesures ne l'ont pas été, et en l'occurrence, il y a toujours eu, pour les primary et pour les secondary sanctions, le maintien de l'interdiction absolue de transactions visant à contourner les sanctions américaines. Donc le contournement a toujours été interdit et visé lui-même par des sanctions. D'ailleurs, les textes prévoyaient que les personnes tiers qui fourniraient des conseils pour aider au contournement pourraient elles-mêmes faire l'objet de sanctions. Par exemple, en tant qu'avocat, on pouvait expressément faire l'objet de sanctions si on donnait des conseils pour aider au contournement. Donc effectivement, comme le disait Pierre à l'instant, le contournement en tant que tel a toujours été prohibé. Euh, et en revanche, à distinguer du fait que les entreprises ont pu trouver d'autres marchés, d'autres partenaires économiques et commerciaux pour continuer leur activité en dépit des sanctions internationales. Merci beaucoup. Une question dans l'auditoire de Charles Tracé qui nous demande dans quelle mesure la France peut-elle intervenir par des sanctions économiques si l'UE ne soutient pas ces sanctions? Ou si je reformule, dans quelle mesure un groupe de pays européens pourrait choisir d'engager un régime de sanctions de manière volontariste, sans attendre ou sans obtenir qu'il y ait une unanimité au niveau des 27? En pratique, si on laisse de côté la dimension politique, c'est assez difficile à mettre en œuvre pour des raisons purement juridiques. Euh, S'agissant des personnes, euh, euh, lorsque vous disposez d'un visa Schengen, vous circulez dans l'espace Schengen. Donc, si la France unilatéralement considère que telle personne doit être interdite de visa et qu'un autre État membre lui accorde ce visa, cette personne circulera librement dans l'espace Schengen. Euh, sur le plan économique, si vous interdisiez telle exportation vers le pays X, la Russie, on parle d'elle, euh, ce n'est pas très difficile de faire en sorte que la marchandise parte d'un autre territoire, du territoire européen. Donc en pratique, c'est assez difficile dans un ensemble juridiquement aussi intégré en termes de libre circulation, de libre commerce que l'Europe, d'avoir des mesures unilatérales. Il faut vraiment imaginer des situations dans lesquelles vous avez un contentieux d'ordre bilatéral. J'évoquais tout à l'heure les relations avec les pays du Maghreb à l'époque où nous souhaitions obtenir de la part de ces partenaires davantage d'acceptation sur leur territoire des personnes que nous refoulions. Et ceci avait conduit un gouvernement il y a quelques années à restreindre de manière drastique le nombre de visas délivrés. Là, c'est une relation purement bilatérale. Vous limitez le nombre de visas pour obtenir en contrepartie que les décisions d'expulsion du territoire soient exécutées. Mais ce n'est pas le cas de figure habituel et on sort du cadre de notre réflexion de ce soir qui concerne avant tout les entreprises. Mais rien ne vous interdit, néanmoins, si on poursuit la réflexion au plan national, de décider que telle entreprise doit cesser son activité. J'évoquais tout à l'heure
le cas de certaines grandes entreprises françaises. Euh, et Joseph Maïla évoquait tout à l'heure les pressions de l'opinion. Euh, ce qui s'est passé au cours de ces 3 dernières années, ce sont des situations dans lesquelles une telle ou telle activité économique n'était absolument pas couverte par les sanctions, donc elle pouvait se poursuivre en droit, mais où la pression de l'opinion publique et l'opinion politique était telle que l'entreprise considérée ne pouvait pas continuer. Euh, euh, Situation de Renault en Russie, il n'y avait pas d'obligation pour Renault de mettre fin à son investissement en Russie. Mais le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, à l'époque, euh, avait été plutôt éberlué sur un mot excessif, mais enfin, tout de même très étonné de voir que lorsque M. Zelensky était venu devant l'Assemblée nationale et avait dit: Je vous demande, messieurs les députés, mesdames et messieurs les députés, de faire en sorte que votre grande entreprise nationale cesse son activité en Russie, de voir que M. Zelensky avait été accueilli dans cette intervention par une standing ovation des députés français, alors que ça représentait quelque chose de l'ordre d'un tiers de l'activité mondiale de Renault. Et donc, la pression politique, la pression de l'opinion allait souvent bien au-delà de ce que les textes imposaient. Aujourd'hui, Auchan et Leroy Merlin sont dans des situations difficiles, alors que juridiquement, leur activité n'est pas répréhensible, mais l'effet d'opinion, l'effet réputationnel, comme cela a été dit tout à l'heure, exerce un effet supplémentaire. Ajouter à cela, on aurait pu introduire cet élément dans le cadre de l'appréciation de l'efficacité des sanctions, c'est que il y a parfois une tendance, souvent assez française, à la surtransposition des sanctions. Il y a parfois un comportement, surtout du secteur financier, qui, notamment au nom de la crainte de se voir victime de cette interdiction d'accès au marché américain que j'évoquais tout à l'heure, répugne, pour dire le moins, à continuer à financer des transactions, même portant sur des biens non couverts par les sanctions, produits alimentaires ou médicaments. Et aussi bien vis-à-vis de l'Iran, Aude s'en souvient, ou vis-à-vis de la Russie, on a souvent eu ces cas où du commerce licite ne pouvait plus être pratiqué parce que les transactions étaient impossibles, le secteur financier, le secteur bancaire, et en particulier français d'ailleurs, refusant de prendre le risque de s'occuper de transactions avec le pays concerné, même si cela portait sur des produits, des biens qui n'étaient pas soumis à embargo et à sanctions. C'est vrai qu'à l'époque, nous, il y avait 3 banques qui acceptaient encore les transactions avec l'Iran. Et tous les gens qui travaillaient sur les dossiers iraniens savaient quelles étaient ces 3 banques. Et puis petit à petit, elles ont elles-mêmes arrêté. Et donc très vite, même pour du commerce licite, en fait, il n'y avait plus de possibilité de transférer des fonds entre l'Iran et la France. Ce qui a amené des problématiques aux entreprises très concrètes, par exemple, pour sortir des dividendes d'Iran et les rapatrier en France. Il y avait pour certaines plus de possibilités de transactions bancaires. Et donc, se sont posées des questions très concrètes de comment on rapatrie ces fonds d'Iran vers la France. Et à nouveau, ces fonds étaient obtenus licitement et dans le cadre de transactions qui ne faisaient pas l'objet de sanctions normalement. Merci beaucoup. Une autre question, plutôt cette fois-ci du côté des entreprises. Finalement, on a évoqué le cas de très grandes entreprises qui ont sans doute des moyens juridiques, humains pour faire face à ces situations qui sont quand même assez exceptionnelles par leur ampleur. Mais finalement, une entreprise, une ETI ou une grosse PME, vers qui peut-elle se tourner? Quels sont les services sur lesquels elle peut compter pour se dépatouiller d'une situation qui la dépasse complètement? Parce que voilà, il se trouve qu'elle a une opération dans tel pays qui est frappée de sanctions, mais elle se trouve démunie du jour au lendemain ou presque. Voilà, vers qui peut-elle se tourner? Quels sont les services, les appuis auxquels elle peut avoir accès? Alors, je me permets, en Oui. pratique, le Trésor répond quand même aux questions. Alors, bon, certaines entreprises n'ont pas forcément envie d'aller poser leurs questions directement au Trésor, mais la réalité, c'est que les services du Trésor sont quand même très compétents sur ces sujets et qu'ils assurent aujourd'hui des réponses cohérentes
entre les différentes entreprises à qui ils répondent. Et donc, ça permet, j'allais dire, d'avoir une fiabilité de leurs réponses sur les questions. Ils s'assurent entre eux qu'ils vont dire la même chose aux différents intervenants Hmm. qui vont les contacter. Oui. Euh, c'est l'occasion peut-être de dire un mot. Je ne sais pas si vous avez évoqué la question, Aude, de la loi de blocage et des- des dispositifs juridiques mis en place en France et au niveau européen J'en ai pour parlé essayer, rapidement. Oui. pour essayer de protéger les entreprises contre les sanctions. Très souvent, les cas que nous avons rencontrés, notamment dans le cas de l'Iran, mais qu'on rencontre aussi vis-à-vis de la Russie, ce sont des sous-traitants, des PME, qui sont les premières victimes du fait qu'un grand groupe renonce à son activité en Russie ou se voit interdire le commerce avec l'Iran et en tire la conséquence qu'il faut rompre ses relations avec ses fournisseurs et ses sous-traitants. Et ce sont ces PME qui effectivement sont les plus vulnérables parce que du jour au lendemain se retrouvent sans leur grand partenaire. Et euh, il y a eu à ce titre, euh, lorsque les Américains imposaient des sanctions au titre de Cuba ou du commerce avec l'Iran, il y a eu de nombreuses situations dans lesquelles des grands groupes qui, eux, étaient actifs aux États-Unis, donc ont choisi de satisfaire aux sanctions américaines, parce que pour eux, l'enjeu à l'accès au marché américain était absolument stratégique. Mais ce faisant, ont rompu leurs relations avec leurs sous-traitants, PME, petites entreprises, qui étaient leurs fournisseurs ou leurs partenaires. Euh, et c'est la raison pour laquelle a été introduit il y a très longtemps déjà dans le droit européen et renforcé ces dernières années un dispositif dit anti-blocage destiné à interdire aux entreprises européennes de satisfaire à des sanctions qui ne sont pas des sanctions européennes ou des sanctions du Conseil de sécurité. Il y a un règlement dit anti-blocage qui impose aux entreprises européennes, en principe, de ne pas satisfaire aux sanctions américaines. Et de manière très récente, il y a 2 ou 3 ans, on a commencé à avoir des décisions de juridiction européenne, pas en France, si je me souviens bien, qui effectivement ont donné raison à un sous-traitant d'une grande entreprise qui avait rompu ses relations commerciales avec elle au nom de la nécessaire mise en œuvre pour le grand groupe de la sanction américaine qui les concernait. Euh, c'est encore balbutiant en termes jurisprudentiels et l'impact est quand même très limité, mais encore une fois, c'est l'illustration de ce que vous dites, à savoir les, les, les PME et les petites entreprises sont souvent les premières victimes du redéploiement stratégique décidé par les grands groupes pour répondre à leurs enjeux réputationnels ou encore une fois pour ne pas perdre l'accès au marché américain, qui ne concerne pas en général la petite entreprise. Nous, on a eu au cabinet un dossier dans le cadre de l'Iran où c'était effectivement un petit, on va dire, co-contractant face à un grand groupe qui décidait de quitter l'Iran. Il a engagé un arbitrage et il a gagné. Parce que la réalité, c'est que les sanctions ne s'imposaient pas à ce grand groupe à l'époque et que le grand groupe aurait pu rester et maintenir son partenariat avec lui. Donc voilà, il y a eu des décisions favorables aux petits co-contractants, entre guillemets. Oui, oui. Ça nous conduit à faire un commentaire supplémentaire sur cette dimension extraterritoriale des sanctions américaines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui fait l'efficacité des sanctions américaines, c'est l'enjeu que représente l'accès au marché américain. Cet accès au marché américain, y compris pour une entreprise qui n'est pas directement concernée par les sanctions américaines, c'est quelque chose d'absolument vital. Et donc, un grand groupe, et surtout dans le secteur financier qui est totalement dépendant de l'accès au marché américain, euh, le risque que représente la privation de l'accès au marché américain est considéré comme absolument létal et donc il faut satisfaire aux sanctions américaines, même si juridiquement une entreprise européenne n'est pas concernée par les sanctions américaines. Et c'est vrai même pour les sociétés qui ne sont pas encore aux États-Unis, mais qui voudront potentiellement y aller un jour et qui du coup ne veulent pas se fermer la porte d'une possibilité de marché américain. Merci à vous. Que pouvez-vous nous dire, c'est une question soulevée par Vincent Baraillet, que pouvez-vous nous dire à propos de l'utilisation par l'UE des avoirs russes
immobilisés au profit de l'Ukraine. On sait que des avoirs ont été gelés. La question se pose d'utiliser, alors pour une part, je crois on le fait déjà, les intérêts de ces avoirs, mais carrément désormais les avoirs eux-mêmes. Y a-t-il des précédents? Euh, que pouvez-vous nous dire de cet aspect? La tentation est grande depuis longtemps et M. Zelensky a établi un parallèle entre le coût de la reconstruction de l'Ukraine et le montant total des avoirs russes d'origine variée sur le territoire européen. Euh, la difficulté juridico-politique est forte. Euh, vous pouvez, par décision administrative ou politique, geler, vous ne pouvez pas transférer la propriété. En droit, c'est quand même un acte extrêmement lourd que de prendre possession du bien d'autrui, d'une manière définitive, par transfert de propriété définitif. Et c'est un des sujets sur lesquels il faut bien réfléchir aux implications à long terme des sanctions que vous mettez en place. Euh, J'ai juste effleuré cet aspect tout à l'heure. Parmi les conséquences à moyen et long terme de tout ce qui a été fait vis-à-vis de la Russie, par exemple, le fait d'avoir décidé du gel des avoirs de la Banque centrale de Russie, qui est un acte politique sans précédent dans l'histoire des relations internationales des dernières décennies, cela signifie une chose dans l'esprit de beaucoup de pays de par le monde, c'est que, pour formuler les choses rapidement, l'euro ne vaut pas mieux que le dollar, ou plutôt que les Européens ne valent pas mieux que les Américains dans la manière dont ils utilisent le dollar et donc leur monnaie à des fins de politique étrangère. Et donc, il faut bien réaliser que ce qui s'est passé avec le gel des avoirs de la Banque centrale russe, aussi justifié que cela puisse être d'un point de vue politique, nous prive pour très longtemps de toute perspective de développement du rôle international de l'euro. Parce que l'euro sera considéré comme une monnaie que les Européens se réservent d'utiliser à des fins politiques. D'avoir ces réserves en euros n'est pas une garantie, n'est pas une sécurité. De même, nous avions longtemps présenté des mécanismes de transactions internationales ou un mécanisme, un dispositif comme SWIFT par exemple, même si ça avait un caractère de droit privé belge d'ailleurs, comme des espèces de biens communs au service de la communauté internationale. Là, nous avons apporté la démonstration en fait que les Européens, les Américains, les Occidentaux étaient prêts à utiliser ces dispositifs à des fins qui étaient les leurs. Et c'est la raison pour laquelle se développent aujourd'hui, à l'initiative des Chinois, des Indiens et d'autres, des mécanismes alternatifs. Et ça va dans le sens de cette fragmentation, de ce recloisonnement, de ce découplage que j'évoquais tout à l'heure, et qui n'est pas une perspective qui soit, me paraît de nature à servir assez naturellement la sécurité et la stabilité mondiale. Ça fait partie de ces effets à long terme. Mais pour revenir à votre question, l'hésitation aujourd'hui européenne, qui est très forte, c'est le risque de précédent que créerait la captation, le transfert de propriété d'avoirs qui juridiquement ne nous appartiennent pas. Les Américains poussent en ce sens tout simplement parce que c'est un domaine dans lequel il y a une très forte disproportion dans le montant des avoirs entre ce qui est sur le territoire américain et sur le territoire européen. Je n'ai plus les proportions en tête, mais c'est dans un rapport de 1 à 20 ou 1 à 30. Et donc l'enjeu est beaucoup plus fort pour les Européens que pour les Américains. Et donc je pense qu'on va aller très certainement dans le sens de l'utilisation intégrale des intérêts perçus, dégagés par ces avoirs. Mais l'étape suivante, ça fait maintenant 2 ans que tous les 3 mois, il y a une conclusion du Conseil européen qui invite la Commission à intensifier ses réflexions et ses études juridiques sur la question, dans le but d'une décision le plus rapidement possible, mais c'est la même conclusion depuis au moins 18 mois. Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question? Finalement, enfin, c'est une question qui affleure dans différentes contributions dans la colonne là. Que répondre à celles et ceux qui estiment que ces sanctions économiques internationales sont tout de même
l'apanage d'un monde occidental qui refuse de comprendre que d'autres espaces dans la planète résonnent tout à fait différemment. Euh, voilà, le côté, justement, comme vous l'avez dit vous-même, monsieur l'ambassadeur, des sanctions universelles décidées en Conseil de sécurité sont finalement assez rares. Et la plupart des sanctions sont décidées par un club qui peut être perçu ailleurs sur la planète comme étant très occidentalo-centré. Oui, Ouais. ce que représente la guerre déclenchée par la Russie, c'est tout de même euh, une contestation radicale de quelque chose qui, nous semblait-il, faisait l'objet d'une reconnaissance universelle, à savoir l'intégrité territoriale, le respect de la souveraineté des États membres des Nations Unies. Et euh, il a été quand même un peu surprenant, on a été les premiers surpris de constater qu'une valeur comme celle-là, c'est-à-dire la non-contestation des frontières par la force, la contestation de l'intégrité territoriale d'un pays voisin, d'un pays souverain, c'était une valeur quasi universelle, reconnue par tous les États membres des Nations Unies, et dont on pouvait penser que, sans que cela entraîne nécessairement une application universelle des sanctions, en tout cas, davantage de soutien que ça a été le cas. Euh, Force est de constater que ça n'a pas été le cas. Euh, et l'explication que l'on peut donner à cela, c'est que euh, même ce principe-là s'est érodé dans son acceptation aujourd'hui. Euh, la tentation de recourir à la force pour assouvir des objectifs de nature politique est devenue très forte. Un des effets à long terme de ce qui s'est passé avec l'Ukraine et la Russie, c'est une inhibition de ces types de comportements de la part des pays qui ont des ambitions, des contestations, des revendications vis-à-vis de leurs voisins. Et ce n'est pas bon signe, évidemment, pour l'évolution de la gouvernance internationale. Mais c'est ce qui s'est produit en l'espèce. Et, et, vous- et- et ça a été renforcé par le fait que la propagande russe a été assez efficace lorsque, par exemple, elle a essayé de démontrer, contre toute vérité, mais peu importe, que c'était les sanctions européennes qui étaient à l'origine de la crise alimentaire induite par la guerre en Ukraine, alors que les denrées alimentaires n'ont jamais fait l'objet d'embargo et que le commerce des céréales en particulier n'a jamais fait l'objet d'embargo. Ils ont réussi à prétendre dans le sud global, comme on dit, que les crises alimentaires, les renchérissements du prix des céréales qui ont résulté du conflit étaient dus aux sanctions européennes et pas du tout à la guerre qu'ils avaient déclenchée vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, parmi les faiblesses occidentales, il y a une faiblesse de communication, une faiblesse de propagande par rapport à ce qu'ont réussi à faire les Russes, comme on l'a constaté en Afrique et dans d'autres régions du monde. C'est une des leçons à tirer de cette affaire. Sur la communication, peut-être dire que pour les entreprises, c'est effectivement un point majeur, parfois de leur survie. Et donc, c'est pour ça que certaines préfèrent communiquer en disant qu'elles vont sortir de certains pays soumis à sanctions, plutôt que d'y rester et de prendre le risque de faire face à une communication désastreuse en la matière. Donc, effectivement, la communication est aujourd'hui, mais on le voit bien dans le cadre des conflits armés comme des sanctions internationales, que la communication est aujourd'hui le nerf de la guerre. Entendu. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on peut vraiment vous remercier l'un et l'autre d'avoir participé à ce séminaire. C'était absolument passionnant. Merci d'avoir pris le temps de partager votre expertise, votre expérience sur cette question qui est vraiment au cœur de ce que l'on souhaite explorer plus avant à l'ESSEC, c'est-à-dire cette interaction entre des questions qui sont véritablement politiques, géostratégiques, géopolitiques, et la vie d'entreprise, le devenir de secteurs d'activité entiers. Donc c'était particulièrement éclairant. Je crois qu'on verra d'une manière ou d'une autre comment creuser encore le sujet parce il est vraiment au cœur de ce que l'on veut faire. Et donc un tout grand merci à vous deux d'avoir si bien éclairé le sujet. Comme je disais, c'est le premier séminaire que l'on fait sous l'égide, si je puis dire, de ce nouvel institut
géopolitique et business de l'ESSEC, institut qui sera officiellement lancé. Donc on est un tout petit peu en avance de phase là, parce que l'institut sera officiellement lancé jeudi matin sur le campus de l'ESSEC, dans le cadre d'une conférence dont l'intervenant principal sera M. Enrico Letta, donc l'ancien président du Conseil italien, qui va nous dire finalement ce que peut faire l'Union européenne et ce que peut-être elle doit faire face à ces soubresauts géopolitiques. Voilà, un tout grand merci. Merci également, cher Daniel, d'avoir Merci à vous. si bien organisé ce séminaire. Merci à toute l'équipe qui était dans l'arrière-scène de Zoom. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter nos deux intervenants, qu'on remercie encore beaucoup et qu'on peut applaudir plus électroniquement. Merci beaucoup. On va rendre l'antenne. Bonne Merci beaucoup. soirée. Merci. Bonne soirée.